Nous sommes heureux d'être ici pour la troisième fois en cette grotte du Lazaret, car nous avons la conviction profonde d'être au cœur d'une réalité à la fois en constante évolution et indissociable de ses aspects spirituels. L'apparition de l'homme se place dans un contexte qui montre à l'évidence que tout au long de son histoire, la propriété essentielle de l'univers est sa capacité de s'organiser en systèmes toujours plus complexes. Ainsi, l'apparition des premiers êtres vivants ne paraît pas être le fruit du hasard. Alors l'homme ne se construit réellement et ne peut évoluer qu'au sein d'une société. Vous savez que c'est un problème au jour d'actualité. On se demande finalement qu'est-ce qui est nécessaire à l'épanouissement de l'homme, si c'est l'individu, si c'est la société, si c'est la nation, si c'est le monde. Alors qu'est-ce qui se passait ici? Est-ce que l'évolution de l'homme l'a conduit, je pense, à une conscience plus vaste du vivre ensemble? Oui, alors c'est vrai que l'évolution morphologique est une évolution très lente. Elle est proportionnelle au temps, c'est l'évolution morphologique, biologique. Et pour voir des différences significatives entre deux phases successives de l'évolution de l'homme, il faut au moins 100 000 ans. Mais l'évolution culturelle, au contraire, au début a été très lente, beaucoup plus lente que l'évolution morphologique. Pendant plus d'1 million d'années, ces premiers hominidés fabriquaient les mêmes types d'outils. Et puis l'évolution culturelle s'est accélérée progressivement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, elle s'est emballée et que même elle a dépassé l'évolution en vitesse, l'évolution morphologique. Mais à l'époque du Lazaret, il est évident que les hommes chassaient en groupe pour abattre sur les pentes du Mont Boron des animaux aussi agiles que le bouquetin et même le chamois parfois. Et il fallait organiser des chasses communes pour abattre dans la plaine de Nice des animaux aussi puissants que le roc, que le rhinocéros, ou peut-être même que l'éléphant. Il fallait aussi organiser des tâches communes. Ils n'avaient pas peur aussi de s'attaquer à des animaux aussi redoutables que le lion, que la panthère, que l'ours. Et on peut dire que déjà, il y a 170 000 ans, dans la voie du Lazaret, était installé des groupes bien organisés qui installaient dans la grotte des campements de longue durée, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus souvent des campements saisonniers temporaires, parfois de simples haltes de chasse, et ils connaissaient parfaitement en groupe leur environnement. Ils avaient le souvenir de génération en génération de l'organisation du territoire. Ils savaient où vivaient les cerfs, où vivaient les bouquetins, où on trouvait de l'eau, où il y avait des grottes, où on trouvait les gîtes de matières premières, des roches qui étaient propices à la fabrication des outils, comme par exemple la rhyolite dans l'Estérel, ou le calcaire silicifié au col de Nice à 30 km au nord de la voie du Lazaret, ou les quartzites noirs de l'Apennin à San Remo à 60 km au nord-est d'ici. Ils connaissaient parfaitement leur territoire. Et c'est parce qu'ils vivaient en groupe. Est-ce qu'ils vivaient ici en famille? C'était des groupes, oui, certainement. Ils chassèrent entre eux. Ah non, alors, ça c'est très intéressant. Nous sommes des détails du passé. Je peux vous dire que dans les simples halles de chasse, il n'y avait que les chasseurs. Parce que dans ces niveaux-là, on ne trouve... dans les simples halles, il n'y avait que les chasseurs. Par contre, dans les campements saisonniers temporaires, il y avait toute la famille. Les hommes, les femmes et même les petits-enfants. Nous le savons, mais pour vous le dire, nous n'avons pas pris une boule de cristal. Nous le savons parce que nous sommes des détectives. En effet, dans les campements saisonniers temporaires, on trouve des dents de lait d'enfants qui ne sont pas morts. Enfin, ils sont morts depuis, mais qui n'est pas mort au moment où ils ont perdu leurs dents. Et s'il y avait les petits-enfants, il y avait aussi leur maman et leur père, les chasseurs. Par contre, dans les simples halles de chasse, comme il y a 25, on n'a pas trouvé de dents de lait tombées naturellement. Il n'y avait que les chasseurs. Il y avait donc des organisations différentes selon le mode d'occupation de la caverne. Mais je pense que Patricia Balenci va bien vous parler de la vie de ces chasseurs préhistoriques. On constate un développement des fonctions de relation à travers les comportements, de plus en plus complexes, des gens qui ont vécu ici, donc une possibilité d'action qui devient d'ailleurs de plus en plus autonome par rapport au milieu ambiant. C'est ainsi que l'homme devient créatif. La preuve, c'est qu'on a répertorié plus de 300 000 objets archéologiques. Alors, ces vestiges se rapportent d'abord à la chasse, puis à la nourriture et enfin au travail. Alors, comment vivaient-ils ici?
Alors, les hommes du Lazaret sont des chasseurs-cueilleurs, ils vivent en harmonie avec la nature. Et la grotte du Lazaret est jonchée d'ossements de grands mammifères et on peut voir qu'ils préféraient chasser le cerf. Le cerf qu'ils allaient chasser dans les plaines du Paillon, dans la plaine du Paillon. Et puis, comme deuxième espèce, ils aimaient chasser le bouquetin sur les collines aux alentours de la grotte. Alors la différence, on voit des différences de comportement au niveau de la chasse, mais aussi du traitement de l'animal, parce qu'ils chassaient aussi des aurochs, qui étaient des bœufs primitifs énormes, plus gros que les taureaux espagnols d'aujourd'hui. Ils savaient chasser des rhinocéros, des éléphants, en utilisant des pièges naturels comme les marécages dans la plaine du Paillon. Mais ensuite, ils transportaient certaines parties des animaux, certaines parties des carcasses, lorsque ces animaux étaient trop lourds à transporter. Donc ce qu'on voit, c'est que le cerf et le bouquetin, le chevreuil, le chamois sont rapportés entiers à la grotte pour y être dépecés et traités, alors que les aurochs, les rhinocéros, ce sont les parties les plus nutritives de l'animal, les beaux gigots, les têtes, qui sont rapportées dans le campement. Alors ensuite, chaque ossement va nous raconter un petit peu ce qu'ils ont fait sur ces animaux, parce qu'on retrouve les traces de découpe, les coups de silex sur ces os, et puis les os longs, les crânes sont fracturés pour récupérer la cervelle, la moelle osseuse. Et ensuite, on peut voir que parfois, ils les mangeaient crus, parfois, ils faisaient fumer la viande. En fait, tout ça est raconté. Chaque sol d'occupation va nous raconter ce traitement sur l'animal. Alors, professeur, la fabrication d'objets suppose donc une réflexion de la part de ces hommes, car les objets sont le reflet d'une structure mentale. Les animaux, eux aussi, utilisent bien sûr des objets, mais pour un usage immédiat. Donc, il s'agit ici non pas d'une utilisation brute du matériel, mais de fabrication, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oui, ce sont des objets manufacturés. D'ailleurs, Ifra vient de découvrir un très beau biface sur place, vous voyez. Ça, c'est l'outil, ce qu'on appelle un biface, c'est-à-dire une pièce qui a une symétrie bilatérale et une symétrie bifaciale. Oui. C'est une magnifique pièce, c'est bien taillé, c'est bien retouché, c'est très soigné. Et ça, c'est l'outil caractéristique des civilisations acheuléennes, c'est-à-dire des peuples chasseurs. Mais l'outil est encore plus ancien. L'outil apparaît en Afrique de l'Est vers 2 550 000 ans, lorsque l'homme a besoin de consommer de la viande. Avant, les premiers hominidés, qui ne fabriquaient pas encore d'outils, qu'on appelle les australopithèques, étaient végétariens. Ils consommaient des fruits, des racines, beaucoup de graminées, ce qui explique d'ailleurs l'extrême usure de leurs dents. Mais vers 2 500 000 ans émerge au sein des australopithèques une nouvelle forme que nous appelons les Homo habilis, qui deviennent des mangeurs de viande. Mais ils ne sont pas encore capables de chasser. Leur possibilité de cognition ne leur permet pas encore de chasser, mais ils récupèrent de la viande sur des carcasses abandonnées par des grands carnivores, des carcasses d'herbivores abandonnées par des grands carnivores au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord d'un étang, au bord d'un fleuve. Et il leur suffit de petits outils, de petits éclats pour racler la viande, de galets aménagés en forme de hache qu'on appelle des choppers pour désarticuler les carcasses de grands herbivores ou pour casser les ossements pour prendre la moelle. Ce sont des mangeurs de viande. C'est parce qu'ils ont inventé l'outil qu'ils sont capables de manger de la viande ou parce qu'ils veulent manger de la viande qu'ils fabriquent des outils. Il y a 2,5 millions d'années. Mais vers 1,5 million d'années, les hommes deviennent des chasseurs. Ils ont besoin d'un grand couteau pour ouvrir le poitrail d'un animal. Et le biface est un outil, vous voyez, qui a 2 longs tranchants. C'est un magnifique couteau. Si vous voulez ouvrir, si vous voulez à déjeuner, nous pouvons récupérer une chèvre et on va l'ouvrir. Vous verrez qu'un biface fonctionne très bien. Et il y a un savoir-faire qui a évolué. Mais alors, il y a beaucoup plus. Parce que c'est pas parce que ce couteau est parfaitement symétrique, vous voyez, pointu, arrondi à la base, symétrie, une belle symétrie bilatérale, une belle symétrie, qu'il est plus fonctionnel. C'est déjà c'est l'acquisition de la notion de symétrie, la recherche d'une certaine éthique, c'est l'émergence du sens de l'harmonie, l'émergence du sens de la beauté. Tout pourrait être une définition de l'homme, car l'homme s'est construit en étapes, au fur et à mesure. La conscience a émergé, il y a de plus en plus de conscience, de plus en plus de capacités cognitives.
Et la beauté est un propre de l'homme. Comment ça se passait? Est-ce qu'ils avaient conscience de savoir qu'ils savaient quelque chose? Bien, on peut dire que la conscience s'est développée progressivement, avec de plus en plus de possibilités. Et on peut dire qu'à cette époque-là, il y avait déjà la pensée symbolique avait émergé. Parce que la fabrication d'un biface, la recherche d'une esthétique, la recherche de l'harmonie, c'est déjà de la pensée symbolique. Et puis, dans un site qui est un peu plus ancien que le Lazaret, qui date de 350 000 ans, la Cima de l'Ouest Ossos, la veine des ossements, qui a été trouvée dans la province de Castille-Léon, en Espagne, pas très loin de Burgos, a livré un aven funéraire au fond duquel ont été précipités 300 cadavres, qui ont été précipités juste après leur mort, car ils ont été précipités 15 mètres de hauteur. Et ils sont arrivés au sol sans que les os se soient cassés, ce qui prouve qu'ils étaient dans l'état cadavérique, ce qui protège la fracturation des ossements au moment de la chute. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de faune, c'est vraiment un aven sépulcral, mais il y a une pièce. C'est un magnifique biface, taillé en quartzite rouge, qui provient d'une 60aine de kilomètres, qui a été parfaitement soigné et qui est manifestement une offrande funéraire. C'est vraiment les balbutiements de la pensée symbolique. Mais il devait y avoir toutes sortes de rituels. Et par exemple, Bertrand, passez-moi le frontal. Vous voyez, ce frontal que nous avons trouvé le samedi 13 août 2011, qui reposait sur la voûte, un peu en l'air, eh bien il est cassé. Vous voyez. On peut dire d'abord que c'était un individu jeune, puisque la suture frontopariétale, ici, n'est pas du tout soudée. Et elle commence à se souder à 25 ans. Il a moins de 25 ans. D'autre part, si on regarde les proportions du crâne et quand on compare à d'autres crânes de Homo erectus, on voit qu'il est un peu plus gracile. Et c'est sans doute un individu de sexe féminin, une jeune fille de 20 ans, hein, qui était là au groupe. Et alors, je ne sais pas si elle a été tuée ou pas, je ne pense pas, mais après sa mort, on a récupéré son crâne et les hommes préhistoriques ont découpé le crâne, l'ont cassé, sans doute pour prendre le cerveau. D'ailleurs, je demande à Patricia Messier de vous expliquer les strass, les stries, les raclages qu'on peut voir sur ce crâne et qu'on voit et qu'on peut mettre en évidence que ces hommes du Lazaret faisaient du cannibalisme, mais sans doute un cannibalisme rituel et pas un cannibalisme alimentaire. Voilà, parce qu'on voit le fragment de crâne ici qui est fracturé. Donc on peut savoir que c'est une fracture sur os frais. Et puis au-dessus de l'orbite droite, de longues incisions, les mêmes incisions que l'on va retrouver justement sur les os d'animaux qui montrent qu'ils ont récupéré de la viande, qu'ils ont dépecé en quelque sorte cette jeune femme. Mais ce n'est pas le seul reste qui porte des marques de ce type-là, puisqu'on avait trouvé il y a quelques années un numérus de jeunes femmes aussi, brûlées, qui portaient également des traces de découpe. Ils avaient dégusté une épaule de jeune fille. Professeur, cette marche des vivants vers plus d'autonomie que nous évoquons ici à travers toutes les réflexions que nous faisons, notamment à partir de la conscience, de la réflexion, de l'autonomie, qui imposera la nécessité aussi de faire des choix. Est-ce qu'on n'est pas à la racine là de la liberté humaine? Ah oui, je crois que toute l'évolution des hominidés, toute l'évolution de l'homme, des hominidés depuis 7 millions d'années, mais surtout depuis le début de l'évolution humaine des hommes homo habilis fabriquant des outils, va de plus en plus de complexité, de plus en plus d'organisation, qui a donné à l'homme de plus en plus de liberté. Mais il n'a pas toujours utilisé cette liberté d'une façon optimum, et on peut regretter qu'il y ait souvent des problèmes très graves. Mais je pense quand même qu'il y a un progrès dans la conscience des hommes. La notion d'altruisme est une notion relativement récente. À l'époque romaine, il n'y avait pas d'altruisme, il n'y avait pas des gens qui allaient partir en Afrique pour creuser un puits pour donner de l'eau à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Bon, on pouvait se préoccuper de sa famille, mais pas de l'humanité tout entière. Et on peut dire que l'altruisme a été une nouvelle dimension dans l'histoire de l'humanité. Et le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, est un très grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Votre labeur scientifique contribue, professeur, certainement à une amélioration du rapport de l'homme à l'environnement, d'abord, en accroissant sa sensibilité en faveur de sa protection. Dans chacun de vos propos, nous avons senti que votre démarche est motivée par le respect dû à l'homme.
Cet homme, au temps préhistorique, a vécu longtemps sous la domination de Dieu, créé à son image. Et depuis Abraham, les monothéistes adorent un Dieu unique et vivant qui a créé l'homme à son image. Merci, car c'est toujours le même homme dont il s'agit. Merci de nous l'avoir rappelé. Merci aussi d'être venu pour présenter à vos auditeurs cette magnifique aventure de l'histoire de l'homme.